Bien. Non, ça va aller. Merci de me donner la parole. Je vais peut-être laisser sortir les gens. Voilà. Heureuse d'être parmi vous. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. J'interviens en dernier. Je vais essayer de faire court, mais je vais tout de même dire un peu ce que j'ai à dire. Alors, ma contribution s'intitule « La place de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption ». Et à l'évidence, l'intitulé est suggestif, car, à mon sens, et je pense que cet avis est partagé, cette puissante organisation internationale qu'est l'Union européenne a des difficultés à trouver sa place. Elle a de sérieuses difficultés à appréhender la lutte contre la corruption et à voir où elle peut être efficace contre la corruption. Donc, d'une part, vu ses ambitions, elle ne peut pas se permettre de ne rien faire. Elle ne peut pas se permettre d'être complètement absente sur le terrain de l'anticorruption. Elle ne serait pas crédible à vouloir construire ce grand ensemble intégré, cette fédération d'États-nations, sans prendre un minimum de précautions pour enrayer et prévenir la corruption. Mais d'autre part, l'Union européenne s'est fait largement doubler par d'autres organisations internationales. Il y a une rivalité entre organisations internationales. Et alors, en l'occurrence, il y a plusieurs rivales, entre guillemets, qui ont plus vite et mieux qu'elles développé des instruments contre la corruption qui obligent ses propres États membres. C'est-à-dire que les États membres de l'Union européenne sont obligés par une multitude de conventions internationales, sans que ce soit l'Union européenne elle-même qui ait agi. Tout le monde connaît, dans le milieu de l'anticorruption, la convention de l'OCDE de 1997, les conventions civiles et pénales du Conseil de l'Europe de 1999, et puis la convention de Mérida dont on vient de parler. Ces trois conventions-là, je ne cite que celle-là, il y en a bien d'autres, ces trois conventions-là font l'objet d'un suivi par les pairs, ce qui a contribué, premièrement, à les faire connaître, deuxièmement, à les faire, tant bien que mal, à peu près appliquer. Évidemment, il y a des lacunes. Alors que la Convention de l'Union européenne, la Convention anticorruption de l'Union européenne de 1997, n'a pas eu cette chance. Elle n'a jamais fait l'objet d'un suivi. Donc elle est restée un petit peu, si vous voulez, un mur de papier. Elle est même presque tombée en désuétude. On ne la connaît pas beaucoup. Autrement dit, l'Union européenne est aujourd'hui dans une situation très inconfortable, puisque d'un côté, il lui faut agir contre la corruption, sa crédibilité, son développement économique l'exige, mais de l'autre côté, elle ne peut pas refaire ce que d'autres organisations ont déjà fait. Donc d'une certaine manière, ça l'oblige à être inventive, et, enfin ça devrait en tout cas l'obliger à être inventive, mais on voit qu'il y a des choses qui commencent à se passer, et c'est de cela que je vais essayer de vous parler dans mon intervention. Donc, dans une communication de 2003, une communication qui était réservée à la corruption, à la lutte globale de l'Union contre la corruption, la Commission européenne écrivait « La présente communication cherche à définir les domaines où l'Union européenne pourrait être un acteur bien placé pour prendre de nouvelles initiatives dans la lutte contre la corruption. » Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. L'Union européenne cherche sa place sur le terrain de l'anticorruption. Mais en même temps, elle est très ambitieuse. L'Union européenne est toujours très ambitieuse dans tout ce qu'elle fait. Et dans cette même communication de 2003, elle écrit « La Commission a la ferme intention de réduire la corruption à tous les niveaux, d'une manière cohérente, je cite toujours, à l'intérieur des institutions de l'Union, dans les États membres de l'Union, et même, alors le même c'est moi qui le rajoute, et même en dehors de l'Union. » Donc voilà les déclarations d'intention de l'Union européenne. Alors évidemment, on va essayer de dépasser ça et de voir ce qui a lieu concrètement, ce qui se passe concrètement. Donc je vais essayer de répondre à l'intitulé de la séance. Où en est-on dans la lutte contre la corruption au niveau de l'Union européenne ? Alors, je dirais que cette lutte s'est engagée sur 3 fronts, qui seront les 3 volets de mon intervention. Alors, le premier front, c'est celui de la Convention de 1997, que j'ai déjà rapidement évoqué, et sur lequel je reviendrai. Le deuxième front,
c'est plus spécifique, plus récent et plus contingent. Il faut le replacer dans le contexte de l'adhésion de nouveaux membres de l'Union européenne, nouveaux membres qui ont des sérieux problèmes de corruption. Alors la Roumanie et la Bulgarie pour ne pas les citer. Et là, l'Union européenne s'est également inventé une nouvelle mission pour intervenir ici dans les États membres. Troisième front, le plus récent et le plus vaste, c'est la reconnaissance dans le traité de Lisbonne, donc 2009, entrée en vigueur du traité de Lisbonne 2009, la reconnaissance de la corruption comme un eurocrime. Alors je vous parlerai de la notion d'eurocrime dans le troisième volet de mon intervention, et j'essaierai d'expliquer rapidement ce qu'on peut espérer de cette nouvelle qualification. Je vous dis tout de suite, il ne faut pas être trop optimiste. Enfin, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir venir. Alors, premier volet, donc la convention du 26 mai 1997. Alors, je vais vous donner le titre exact de cette convention. Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes. Vous savez, avant on disait communautés européennes, mais c'est l'Union européenne, c'est pareil. Enfin, aujourd'hui, c'est pareil. Ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne. Donc, vous voyez dès le titre qu'il y a deux types de corrompus en ligne de mire. Les corrupteurs sont aussi pris en charge par la Convention, mais enfin, en tout cas, c'est des corruptions avec deux types de corrompus, soit des fonctionnaires européens, donc des fonctionnaires des institutions européennes, soit des fonctionnaires nationaux des États membres de l'Union européenne. Et chacun des deux aspects a son histoire. Donc, il faut comprendre un peu d'où vient tout cela. Alors, du côté des fonctionnaires européens, il faut replacer la Convention dans la question des fraudes au budget de l'Union européenne. Il y a un certain nombre de fraudes, fraude aux subventions, fraude au moment de l'attribution des marchés publics, qui appauvrissent considérablement le budget de l'Union européenne. Et une partie de ces fraudes sont facilitées par des complicités internes, donc par des fonctionnaires européens eux-mêmes. Alors cela explique que cette convention de 97, la convention anticorruption de 97, se soit en réalité greffée sur une autre convention de 2 ans auparavant, de 95, la convention sur la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne. Donc pour dire les choses clairement, si l'Union européenne a développé au départ une lutte anticorruption, c'était dans le contexte spécifique de la protection de son budget. Protection contre les fraudes en tout genre à l'encontre de son budget. Et d'ailleurs, la mise en œuvre de la Convention anticorruption est très liée à ce dispositif antifraude, notamment avec l'organe européen, l'Office de lutte antifraude, l'OLAF, dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler, et dont je reparlerai moi aussi tout à l'heure. Les autres destinataires de la Convention sont, je le disais tout à l'heure, les fonctionnaires des États membres de l'Union. Et là, il faut voir tout simplement une parenté avec le dispositif anticorruption de l'OCDE. Donc à l'OCDE, on préparait dans les années 90 une convention qui allait permettre d'incriminer la corruption transnationale, c'est-à-dire la corruption d'agents publics étrangers. Avant cette convention, il n'y avait que les Américains qui avaient cette incrimination. Et évidemment, ils ont fait pression via l'OCDE pour que d'autres États incriminent à leur tour la corruption d'agents publics étrangers, parce que sinon leurs propres entreprises étaient défavorisées sur les marchés internationaux. Et vous avez sans doute déjà remarqué que la convention de l'OCDE, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, elle est de 97. Et la Convention de l'Union européenne, pareil, elle est de 97. Donc elles sont contemporaines, ces deux conventions. Ça veut dire qu'elles ont été négociées en même temps. Or, les capitales n'ont pas 36 services compétents en matière de lutte contre la corruption. Les diplomates qui sont envoyés pour négocier des conventions internationales, les experts qui sont amenés à appuyer ces diplomates, ils se comptent sur les doigts de la main. Il n'y en a pas énormément. Donc, il est clair que quand deux négociations de deux conventions ont lieu en même temps, il y a une certaine porosité. Et du coup, la Convention de l'Union européenne a récupéré d'une certaine manière les avancées qui avaient été réalisées dans le contexte de l'OCDE. Du coup, c'est pour cela qu'on a aussi cette incrimination des fonctionnaires des États membres.
Mais vous l'aurez compris, l'essentiel de la Convention de l'Union européenne, et je dirais le point sur lequel il vaut particulièrement le coup de la développer, puisque sinon elle fait doublon avec une autre convention, eh bien c'est l'aspect corruption des fonctionnaires européens. Et donc c'est sur cet aspect-là que je vais continuer mon propos. Alors cette convention, comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre? Comment est-ce qu'elle peut s'appliquer concrètement? Je vous rappelle, on traite de corruption d'agents publics européens. Or, nous n'avons pas de cour pénale internationale. Nous avons une cour pénale internationale pour les crimes contre l'humanité, etc., mais nous n'avons pas de cour pénale européenne. Nous n'avons pas de cour qui soit au niveau de l'Union compétente pour imposer des sanctions, pour prononcer des sanctions à des fonctionnaires européens. Donc ce sont les juridictions des États membres qui ont ce rôle. Il faut donc que la Convention soit appliquée dans les États membres. Alors il faut qu'elle soit ratifiée, ça c'est la première condition, j'y reviendrai, et transposée dans les droits nationaux. Il faut, deuxième condition, qu'il existe des services à même d'enquêter dans les institutions européennes, puisque c'est bien là que nous allons chercher nos corrompus. Mais il faut également qu'il y ait un relais avec les juridictions nationales, puisque, au final, c'est bien au niveau national que ces enquêtes doivent aboutir, puisque ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes pour prononcer les sanctions. Alors, première condition, je passerai assez vite sur les questions de transposition, de ratification et de transposition. Donc la Convention est entrée en vigueur en 2005, c'est-à-dire 8 ans après son adoption. Alors, c'est pas très rapide, mais enfin, voilà, on y est. L'ensemble des États membres l'ont ratifiée, c'était une condition pour qu'elle entre en vigueur. Et pour les États membres qui sont entrés dans l'Union après 2005, eh bien, ils ont dû, c'était une condition de leur adhésion à l'Union européenne, ils ont dû adhérer à la Convention et ils ont également l'obligation de la transposer. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de ratifier ou de transposer, il faut évidemment que la qualité de la transposition soit bonne. Et cette qualité de la transposition est bien sûr soumise aux bonnes volontés nationales. Adrien Roux nous en a parlé tout à l'heure, les fameuses volontés politiques nationales. Alors en la matière, la France, en tout cas pour ce qui est le droit substantiel, en matière procédurale, c'est complètement autre chose. Mais en droit substantiel, la France est plutôt bonne élève puisque les dispositions de la Convention ont été transposées par une loi du 30 juin 2000 de façon satisfaisante. Donc, en tout cas, au niveau français, ça se passe à peu près bien. La deuxième condition pour que cette convention puisse donner lieu à des condamnations, c'est qu'il y ait des enquêtes. Alors, la majorité des institutions européennes sont à Bruxelles, en territoire belge, mais vous comprenez comme moi que la police belge n'est pas plus compétente ni plus efficace, enfin n'a pas des dons particuliers pour réprimer, enfin pour enquêter, sur la corruption des fonctionnaires européens. Elle n'est pas, bon, mis à part la question territoriale, elle n'est pas mieux placée que les autres polices nationales, qui auraient d'ailleurs beaucoup de mal aussi, parce que de toute façon, jusqu'au traité de Lisbonne, il n'y avait pas de compétence pénale de l'Union européenne, donc on faisait vite le tour du sujet. Alors du coup, en 1999, l'Union s'est dotée d'un... Alors à l'époque, ce n'était pas l'Union, mais peu importe, s'est dotée d'un service administratif d'enquête, l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, qui est une direction générale de la Commission et dont le rôle est d'enquêter sur les fraudes portant au budget de l'Union. Je vous rappelle que c'est le contexte de la naissance de cette convention. Et sur la corruption. Alors la corruption liée à cette fraude, bien sûr, puisque c'est l'origine des choses, et puis parce que les dossiers amenés vont très certainement être dans ce contexte, mais ce n'est pas une condition. Si c'est une corruption quelconque d'un fonctionnaire européen, l'OLAF est compétent. Donc l'OLAF effectue ce qu'on appelle des enquêtes externes, c'est-à-dire des enquêtes qui ont lieu dans les États membres auprès des opérateurs économiques. Donc il s'agit de voir d'où vient l'argent, essentiellement, de rechercher souvent la trace des corrupteurs. Pas seulement parce qu'il y a évidemment les systèmes de rétrocommission, etc., mais disons que c'est plus aux aspects-là. Et puis, il y a les enquêtes dites internes au sein des services de l'Union, donc essentiellement dans les institutions bruxelloises, mais également les autres institutions qui sont réparties, qui sont décentralisées dans le reste de l'Union européenne.
Donc voilà, l'OLAF a ses compétences, mais il y a beaucoup de mais. D'abord, l'OLAF n'est qu'un service administratif, il n'a pas de pouvoir coercitif, il n'a pas de pouvoir judiciaire, hein, c'est un service purement administratif. L'indépendance est en principe garantie, mais ça reste quand même un service de la Commission européenne. Donc ne serait-ce que financièrement, voilà, il y a des liens qui existent. Et puis surtout, l'OLAF a eu un certain nombre de déboires ces dernières années qui l'ont affaibli. Alors c'est la fin de la journée, je vais vous raconter des petites histoires. Il y a eu, en 2011 d'abord, l'affaire des journalistes du Sunday Times, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là, qui ont piégé des parlementaires européens. Donc ces journalistes avaient proposé de l'argent à plusieurs eurodéputés en contrepartie de la promesse de présenter des amendements législatifs dans un sens qui a été précisé. Et trois journalistes sont... ça ce sont les journalistes qui ont tendu le piège. Trois eurodéputés sont tombés dans le piège, enfin ont accepté cet argent et ont présenté les 10 amendements législatifs. Alors, l'OLAF a immédiatement ouvert une enquête et de façon très logique, ces enquêteurs se sont présentés au Parlement européen pour inspecter les bureaux des députés concernés. L'accès au Parlement leur a été refusé. Alors d'abord pour des raisons de sécurité, par les services de sécurité qui ne connaissaient pas l'OLAF, enfin bon bref. Voilà. Mais ensuite, et ça c'est grave, l'accès leur a été refusé par le président du Parlement européen lui-même. Donc lui, il a pris quelques jours de réflexion avant de donner son refus. Et il a fondé son refus sur la considération, selon lui, que l'OLAF n'était pas compétent pour enquêter sur ce type de malversation, parce que l'OLAF n'est qu'un service administratif, etc., etc. Bon. Alors c'est une argumentation qui, à mon sens, et pas seulement au mien, est fausse. Donc ce refus est un refus à tort, mais le fait est là, et les enquêteurs sont effectivement restés dehors, à la porte. Hein, et il n'y a pas eu... Alors ensuite, les preuves, bon, je ne sais pas trop ce qu'elles sont devenues. On a saisi les autorités de poursuite nationale. Mais enfin, en tout cas, c'était évidemment un coup très dur pour ce service d'enquête. Deuxième affaire peu élogieuse pour l'OLAF, et puis alors là, il a sa part de responsabilité, c'est le Dalligate. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire, dont on parle beaucoup dans les milieux européens. Alors, c'est une affaire qui a eu plein de rebondissements et qui a explosé spécifiquement au printemps 2013, mais je vais ne citer qu'une partie de l'affaire. Donc, M. Dalli, John Dalli, était le commissaire européen à la santé, donc l'équivalent du ministre de la Santé de l'Union européenne. Il est de nationalité maltaise et il avait manifestement des petits problèmes d'intégrité. Alors, l'OLAF a engagé une enquête et l'OLAF a intercepté des conversations téléphoniques entre M. Dalli et plusieurs hommes et femmes d'affaires maltais. Il y avait un certain nombre de preuves qui avaient été récoltées. Malheureusement, ces écoutes téléphoniques n'étaient pas respectueuses des droits fondamentaux en la matière. La protection de la vie privée n'a pas été suffisante. Et alors, c'est difficile de rentrer dans les détails parce qu'en plus, le règlement de l'OLAF ne donnait pas vraiment de base légale pour les écoutes téléphoniques. Donc, c'était assez compliqué. En tout cas, la Charte des droits fondamentaux de l'Union a été violée. Et évidemment, ça a beaucoup décrédibilisé le service. Et puis, ça a donné de l'eau au moulin de ses détracteurs. Alors en plus de ça, le directeur de l'OLAF s'est à plusieurs reprises personnellement impliqué dans des enquêtes, ce qui a fait dire qu'il y avait des problèmes d'impartialité, puisque c'est lui qui fait ensuite le rapport final de l'enquête. Et clou de l'affaire, ce même directeur de l'OLAF a interrogé, donc ça c'était au printemps 2013, l'avocate d'une société maltaise, pendant 7 heures, dans sa chambre d'hôtel, alors qu'elle était en colloque, je crois, au Portugal.
Après les 7 heures d'audition, ils sont passés à table, il l'a invité à table. Ils ont manifestement forcé sur la bouteille. Et encore après seulement, le procès-verbal de l'audition a été présenté à l'avocate, c'est-à-dire au moment où elle était complètement saoule, où elle n'était plus du tout en mesure de vérifier correctement les déclarations qu'elle avait faites avant de les signer. Et on ne sait pas comment ça s'est fini dans la chambre d'hôtel, mais les ragots vont bon train. Alors, voilà des dérapages qui évidemment ne sont pas au service du service, que la Commission européenne, de façon tout à fait pudique, a appelé dans sa communication du 17 juillet 2013 des problèmes de gouvernance. Voilà. Bon, alors, il y avait des projets de réforme de l'OLAF qui existaient bien avant ces histoires, ça tombait bien avant ces scandales. Et un nouveau règlement a été adopté par le Conseil en début d'année 2013. Il a été adopté également par le Parlement au mois de juillet, 3 juillet dernier, donc il va bientôt entrer en vigueur. Alors ce règlement va solutionner une partie des problèmes dans la mesure où il renforce les garanties procédurales pour les mesures d'enquête les plus intrusives. J'ai encore le temps là, ça va ? 5 minutes, voilà. Mais la Commission laisse entendre que ça ne suffira pas. Hein, voilà. Alors, vous savez qu'on discute également de la création du parquet européen. Et évidemment, si ce parquet européen voyait le jour, du coup, l'OLAF serait soumis au contrôle judiciaire du parquet européen, ce qui ferait améliorer les choses. Voilà, alors ça m'amène à j'ai été un peu longue sur la deuxième condition, la question des services d'enquête, ça m'amène à la troisième condition pour que la Convention de l'Union européenne soit appliquée, c'est le relais entre le service d'enquête européen et les juridictions nationales. Alors ce relais aujourd'hui est appliqué par les parquets nationaux, mais vous savez comme moi que tous les parquets nationaux ne sont pas soumis à l'obligation de poursuivre les faits qu'on leur dénonce. Hein. C'est le principe en France, par exemple, de l'opportunité des poursuites. Et puis, il faut se mettre aussi à la place des parquetiers nationaux qui voient arriver des dossiers qui sont extrêmement complexes, hein, les dossiers de fraude européenne, qui ne connaissent pas forcément l'OLAF parce qu'ils n'ont pas eu forcément les formations adéquates sur l'OLAF. C'est un service non français, c'est un service administratif, c'est compliqué. Bon, vous voyez que il y a tout de même le risque que les rapports de l'OLAF ne soient pas exploités autant qu'ils le pourraient. Voilà. Alors, comment peut-on remédier à cela ? Eh bien, là encore, hein, l'une des solutions, enfin la solution très clairement proposée aujourd'hui, c'est le parquet européen. La Commission a rendu public en juillet dernier, il s'est passé beaucoup de choses au mois de juillet dernier, a rendu public une proposition de règlement sur l'établissement d'un procureur européen. Donc voilà, dès la rentrée, là, ça y est, c'est parti, les débats vont avoir lieu, et donc l'affaire est à suivre. Donc c'était le premier volet, et rassurez-vous, de loin le plus long de mon intervention. Le deuxième volet porte sur la lutte anticorruption menée par l'Union, mais dans les États membres cette fois-ci. Hein, c'est ce que je vous disais à propos de la Roumanie et de la Bulgarie. Voilà, donc vous savez que l'Union s'élargit rapidement. On a eu la Croatie qui est arrivée début juillet, 28 États membres. Et en 2007, hein, au moment de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, l'Union a décidé de mettre en place une surveillance spécifique de ces deux États. Pas seulement pour les problèmes de corruption, il y a aussi des problèmes généraux d'indépendance de la justice, de respect de l'état de droit, enfin il y a différentes difficultés, mais la question de la corruption était tout de même un point fort de cette surveillance. Alors, je précise que le fait d'avoir un indice bas de corruption ou d'avoir des instances efficaces contre la corruption n'est pas du tout une condition d'entrée dans l'Union européenne. D'accord ? Donc c'est une condition que les institutions européennes ont pour le coup un petit peu, pas inventée, mais disons qu'elles sont allées la chercher. Et ça a permis à l'Union de s'attribuer une nouvelle mission, puisque l'Union n'avait pas du tout compétence à la base pour aller vérifier ce qui se passait dans les États membres en matière de lutte contre la corruption. Et ça c'est intéressant, parce que c'est une nouvelle fonction de l'Union, si vous voulez, qui pourra prospérer. Alors, je ne vais pas du tout vous parler des systèmes roumains et bulgares contre la corruption, j'en serais très incapable. Je vais simplement vous dire, vous parler du mécanisme mis en place par l'Union européenne qui s'appelle le MCV, donc mécanisme de coopération et de vérification.
Alors c'est une sorte d'accompagnement des pays entrant dans l'Union, si vous voulez, pour que ces pays accomplissent les réformes auxquelles ils se sont engagés pour adhérer à l'Union européenne. Donc il y a un rapport, bon, il y a des enquêtes qui sont déployées dans les pays, dans ces deux pays, un rapport qui est publié tous les 6 mois par la Commission européenne, alors c'est un rythme assez soutenu quand même, hein, tous les 6 mois, et la Commission européenne fait le bilan des progrès réalisés et formule des propositions pour les recommandations. Je ne vais pas non plus vous faire la liste de ces recommandations, mais je dis simplement que l'idée d'un procureur anti-corruption, spécifique pour l'anticorruption, faisait partie des recommandations. Et c'est une idée quand même intéressante parce que c'est le fameux relais entre nos instances d'enquête et puis nos juridictions. Bien, alors la surveillance a eu des résultats plus ou moins négatifs, enfin plus ou moins positifs. Disons qu'en Roumanie, des progrès ont été faits, même si ça ne suffit pas pour rentrer dans l'espace Schengen. En Bulgarie, ça ne va pas du tout. La Bulgarie est complètement empêtrée dans le crime organisé et la corruption qui le protège. Donc, bon, les choses n'évoluent pas ou pas bien. Mais, en revanche, le mécanisme de coopération et de vérification, lui, il fait des émules, puisqu'il va être appliqué à la Croatie, qui vient d'entrer, et qu'on sait déjà que si la Turquie entre un jour, il sera appliqué aussi. Et il y a des chapitres, évidemment, spécifiques sur la corruption. Alors, je reviens tout de suite à la dimension européenne de la lutte anticorruption, parce que tout ça est finalement très lié. Dans sa communication du 6 juin 2011, la Commission européenne se félicite un petit peu elle-même, comme elle fait toujours. Le processus, je cite, « Le processus d'élargissement de l'Union a été un vecteur de grandes réformes anticorruption dans les pays candidats. » Mais dans la même communication, elle annonce la création du rapport anticorruption de l'Union européenne, auquel ont participé certaines personnes présentes dans cette salle, enfin, sont en train de participer. Donc voilà un nouvel instrument de l'Union européenne. Alors vous allez me dire qu'il n'est autre qu'un mécanisme supplémentaire de suivi de ce que font les États membres de l'Union au titre de leurs obligations d'autres conventions. Bon, mais qui permet aussi à l'Union de se développer en la matière, si vous voulez. Alors, ça veut dire que la vérification n'est plus seulement pour les pays entrants, mais pour tous les pays membres de l'Union. Et la commissaire aux Affaires intérieures, Cecilia Malmström, ne s'était pas privée au moment de la communication d'annoncer que le nouveau mécanisme s'inspirerait de l'expérience acquise en Roumanie et en Bulgarie. Alors, il ne s'agit pas de s'inspirer au niveau des techniques anticorruption, mais de la méthode de surveillance, si vous voulez. Voilà, j'en arrive au 3e volet qui sera court lui aussi. La corruption en tant qu'eurocrime. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un eurocrime ? Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, donc décembre 2009, on va dire début 2010, l'Union européenne dispose d'une compétence législative propre en matière pénale, c'est-à-dire qu'elle peut faire des propositions autonomes qui ne viennent pas nécessairement des États membres, et puis qu'on peut adopter des textes non plus à l'unanimité, donc avec droit de veto de chacun des États comme avant, mais à la majorité. Et ça veut dire aussi concrètement que des règlements européens et des directives européennes vont pouvoir être édictés dans le domaine pénal, et ces instruments sont des instruments très puissants d'harmonisation du droit. Seulement, cette nouvelle compétence pénale ne s'applique pas à tout le droit pénal. Tout le droit pénal ne va pas être européanisé. Ce sont simplement certains crimes, il y a une liste de crimes, et c'est ces crimes-là qu'on appelle les eurocrimes, qui vont pouvoir faire l'objet d'une harmonisation. Alors l'article 82 du traité définit la notion d'eurocrime, de façon qui a déjà été fortement critiquée, mais enfin, disons que les deux éléments de la définition de l'eurocrime, il faut qu'il s'agisse d'une criminalité particulièrement grave, donc la gravité d'une part, et il faut qu'il s'agisse de criminalité revêtant une dimension transfrontière, caractère transfrontalier d'autre part. Et puis ensuite, il y a une liste. Alors, déjà, avec ces critères-là, vous n'aviez aucun mal à faire rentrer la corruption. Je pense qu'on l'a tous compris. Mais vous avez une liste qui contient une énumération et qui confirme que la corruption y est. Donc, le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, le blanchiment, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique. Et puis, pour finir, pour être sûr d'avoir rien oublié, la notion englobante de
criminalité organisée. Alors, quelle est maintenant la conséquence de cette qualification d'Eurocrime? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça nous apporte d'abord la compétence de l'Union pour harmoniser, pour établir... L'Union, on parle de règles minimales, parce que le mot harmonisation peut froisser certaines personnes, donc on parle de règles minimales sur la définition de l'infraction et de la sanction. C'est une valeur ajoutée toute relative, puisque vu le nombre de conventions que nous avons déjà en matière de corruption, les infractions sont déjà assez bien harmonisées, je dirais. Là où l'Union pourra progresser en matière d'harmonisation, c'est peut-être sur la notion de corruption privée, donc non pas la corruption d'agents publics, mais la corruption par exemple d'un chef d'entreprise pour l'obtention d'une sous-traitance. Il y a une décision cadre qui avait été prise par l'Union européenne le 22 juillet 2003 sur la notion de corruption privée. Donc on peut penser que l'Union européenne va pouvoir persévérer dans ce domaine-là. Et surtout, c'est encore une fois le enforcement gap, le trou procédural qui pourra peut-être être comblé parce que le traité de Lisbonne, ce même traité de Lisbonne, donne compétence à l'Union pour créer le fameux parquet européen. Alors, ce parquet européen, il est d'abord et avant tout désigné à interférer en matière de fraude au budget de l'Union, donc de corruption plus ou moins liée à cette fraude, si vous voulez. Mais il y a tout de même une possibilité d'ouverture. L'article 86 prévoit, avant même que le parquet européen ait été créé, qu'on pourra par la suite élargir ses compétences, grosso modo, à tous les Eurocrimes. Donc ça veut dire que le parquet européen pourrait devenir un parquet puissant. Alors il va falloir étudier les détails de ses compétences évidemment, mais il pourrait avoir tout de même des pouvoirs non négligeables, pas seulement pour la corruption de fonctionnaires européens, mais pour la corruption transnationale grave, ce qu'on appelle la grande corruption, qui a une dimension européenne, en sachant qu'en général, on se suit de 3 États concernés. J'en arrive à ma conclusion. J'avais parlé de 3 fronts au début, et je pense qu'il y a une convergence qui est en train de se réaliser. Les choses bougent beaucoup, là, en ce moment, depuis la communication de 2011, et puis les différents projets qui ont été adoptés ou soumis au mois de juillet dernier. Alors, je vous rappelle, le premier front, c'est le parquet européen pour les fraudes et pour la corruption liée aux fraudes. Le deuxième front, c'est la surveillance des États membres, pas seulement les entrants, mais aussi tous les États membres aujourd'hui, avec quand même dans les recommandations de la corruption l'idée du procureur anticorruption, donc du procureur spécialisé. Et si vous bouclez la boucle, je ne sais pas si elle va être bouclée, mais si on boucle la boucle avec la notion d'Eurocrime, eh bien ça veut dire que le procureur européen que nous allons peut-être voir naître prochainement pourrait devenir un procureur anticorruption. Voilà, ça serait l'idée de boucler les 3 fronts. Et alors, toute dernière ligne de conclusion, comment l'Union européenne peut donc trouver sa place dans la lutte anticorruption? À mon avis, il y a 2 places. D'abord, il y a ce que Gilles Dutheil a développé tout à l'heure. Moi, je partage complètement son avis sur l'idée que la corruption doit vraiment être étudiée aujourd'hui en relation avec le crime organisé. Et ça, l'Union européenne l'a bien compris. Le Parlement l'a montré et ça peut être développé encore. En tout cas, la notion d'Eurocrime peut y participer. Et puis, c'est la création d'un procureur qui, si on lui en donne les moyens, pourrait être efficace pour la corruption à dimension internationale. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a encore un peu de place pour les questions et le débat s'il y en a un. Vous accordez combien donc 20 minutes?
Alors, premièrement, je ne sais pas où vous situez l'exception. Vous dites l'exception nationale. Alors, écoutez, il y a plusieurs grands centres urbains en France et donc plusieurs grands TGI. Et dans plusieurs CTGI, il y a un certain nombre de magistrats du parquet, comme des juges d'instruction, qui luttent chaque jour, donc dans leur bureau, contre les atteintes à la corruption. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité marseillaise? Alors moi, je ne sais pas s'il y a vraiment une particularité marseillaise, parce que je ne connais pas bien notamment les particularités parisiennes, si ce n'est celles qui sont rapportées par la presse. Alors je ne sais pas si la presse nous dit tout sur les particularités parisiennes, mais voilà, je ne pourrais rien en dire. Alors, s'agissant de la juridiction marseillaise, alors il me semble que la juridiction marseillaise, c'est une juridiction qui fonctionne normalement, et je n'imagine, pour ce qui me concerne, je n'imagine pas un tribunal de grande instance et des services, donc, travailler autrement que nous travaillons. Donc, j'imagine qu'à Paris, ça se produit aussi. Paris, bon, c'est un contexte assez particulier, donc vous connaissez, sur lequel je n'ai pas à faire de commentaires. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité marseillaise? C'est tout simplement qu'à Marseille, il n'y a pas de particularité. Marseille fonctionne normalement. Alors, vous pourrez toujours me dire, oui, écoutez, monsieur le procureur, vous maniez la litote, mais ce n'est pas une question de personnalité qui se rencontre, puisque même si, pour ce qui me concerne, je connais bien Charles Duchesne, puisque nous travaillons, comme vous dites, côte à côte déjà depuis un certain nombre d'années. Je crois que pour ce qui me concerne, les collègues magistrats qui travaillent avec moi dans la section économique et financière travaillent de la même façon avec l'ensemble des juges d'instruction qui sont chargés notamment des affaires économiques et financières. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aptitude, en quelque sorte, à rejoindre à la volonté, le désir qui est le vôtre d'avoir une institution judiciaire qui travaille mieux dans la lutte contre la corruption, ne tient pas aux hommes, à mon sens. Donc elle tient simplement à une organisation et à des textes suffisamment solides et adaptés pour entreprendre un travail qui est censé atteindre les objectifs que nous voulons tous atteindre. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la lutte contre la corruption ne tient pas simplement aux magistrats. Ça a été très bien dit tout à l'heure, et alors moi je partage tout à fait le constat fait par M. Avrilier, c'est la question des autorités et des organes de contrôle. Un magistrat sans les autorités et les organes de contrôle est un magistrat démuni, est un magistrat sans armes. C'est un magistrat qui ne peut pas monter sur sa monture. Ce n'est pas possible. Donc, avant même, finalement, d'envisager comment fonctionne la juridiction judiciaire, comment fonctionnent les magistrats du parquet comme ceux du siège, les juges d'instruction, il faut s'interroger sur le point de savoir comment alimenter la machine judiciaire. Et aujourd'hui, il y a finalement deux façons dont la machine judiciaire est alimentée. La première, la plus fréquente, la plus massive, ce sont les courriers anonymes. Et vous savez que cette question-là est une question très contestée aujourd'hui, et jusque dans les salles des parlements. Quel statut accorder à un courrier anonyme qui dénonce des pratiques à l'intérieur des administrations, notamment, et des collectivités publiques? Peut-on, faut-il engager les enquêtes sur la foi du courrier anonyme? Et la deuxième façon, finalement, pour la justice judiciaire d'être saisie de faits de corruption, est celle, évidemment, que nous donnent les administrations de contrôle. Et pour la première d'entre elles, ce sont les chambres régionales des comptes. Les chambres régionales des comptes ne sont, en tous les cas, la chambre régionale des comptes PACA, je peux vous le dire, est une chambre qui n'est pas inactive, bien au contraire. Aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'était hier, vous me direz où est-ce que vous placez hier, monsieur le procureur, mais je suis à Marseille depuis un petit moment et je sais que la chambre régionale des comptes est une chambre régionale des comptes active et qui dénonce régulièrement des faits délictueux aux autorités judiciaires. Voilà les deux principales modes de saisine de la juridiction judiciaire. Une fois que nous sommes saisis, ensuite, nous faisons tout simplement notre travail. Nous engageons des enquêtes, nous contrôlons les enquêtes, nous les surveillons et nous faisons en sorte de conduire les dossiers jusqu'au bout. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas non plus des moines judiciaires, nous sommes des magistrats qui sont chargés donc du contrôle aussi de la légalité et de la garantie des droits individuels. Donc il nous appartient aussi, lorsque le dossier ne le justifiait pas, d'arrêter une procédure afin de ne pas mettre en cause inutilement les personnes qui ont été dénoncées, notamment initialement dans les courriers anonymes, par exemple.
Voilà la seule réponse que je peux vous apporter. Peut-être que M. Duchesne aura un complément. Oui, alors, la réponse de mon collègue et ami Blachon m'incite à la plus grande circonspection. Je crois qu'il est un peu modeste aussi dans la façon dont il vous répond. Le problème des délits, pas seulement de corruption, le problème des infractions en matière économique et financière, c'est qu'elles sont par nature clandestines, par nature. Si on ne veut pas les voir, on peut fort bien ne pas les voir. Pour la plupart d'entre elles, à la différence de ce qu'on appelle la criminalité organisée, dont je disais qu'elle sentait la poudre et le sang, quand on trouve un cadavre ou quand on voit un établissement bancaire qui est braqué, ça se voit et ça suppose, ça impose l'engagement une réaction policière et judiciaire, et ça impose l'engagement d'une poursuite, si vous voulez. Les infractions en matière économique et financière, on peut parfaitement, dans la plupart des cas, ne pas les voir. Et je crains que ce soit une tendance un peu trop répandue, en tout cas dans notre pays, que de ne pas s'occuper suffisamment des infractions à caractère occulte, clandestin. Je ne porte pas de jugement en disant ça. C'est peut-être aussi parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup gâché des moyens en le faisant, qu'on n'a peut-être pas été capable de les utiliser comme il fallait, mais je crois aussi que jusqu'alors, il n'y a pas eu une véritable volonté de lutter contre ce type de délinquance. La caractéristique, moi je peux le dire parce que j'en fais pas partie, du parquet de Marseille, c'est qu'il tient compte parfois des informations qui lui sont adressées, notamment des courriers anonymes. Il tient compte des rapports qui lui sont adressés par notre FIU, comme on appelle ça, cellule de renseignement financier, Tracfin. Il tient compte des articles 40 qui peuvent lui être adressés. Il tient compte des rapports qui sont publiés par la Chambre régionale des comptes. Lorsque vous vous mettez à tenir compte de ces informations-là d'une manière durable, d'une manière constante, eh bien, vous arrivez à mobiliser un peu l'opinion, à mobiliser les gens, vous arrivez à finalement retrouver des témoins, vous arrivez véritablement à mobiliser la population et à obtenir des informations. C'est peut-être un peu grâce à ça aussi que les dossiers arrivent à prospérer, parce que c'est le résultat d'une action assez longue. Il faut faire preuve d'une certaine constance, et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire ici. L'approche, il n'est pas là, mais on peut lui rendre hommage à cet égard. L'approche du procureur d'Alest qui est parti, c'était d'exploiter ces renseignements-là et d'essayer d'avoir une bonne connaissance de notre milieu, de notre environnement. Je disais tout à l'heure à l'extérieur à quelqu'un qui m'interrogeait là-dessus, je ne suis pas toujours très favorable à la centralisation ou à la concentration des pouvoirs et des enquêtes entre les mains d'un service unique, parce que ça peut aussi bien être le signe ça peut avoir aussi bien pour résultat une meilleure performance, comme ça peut tout à fait servir d'étouffoir et permettre au pouvoir politique, par exemple, parce qu'il n'est pas le seul à intervenir dans nos dossiers, d'étouffer un certain nombre d'affaires. Je crois qu'ici, on essaie, et on y arrive assez bien d'ailleurs, même si on est bien loin de ce qu'il faudrait, du résultat auquel il faudrait parvenir, on arrive à mobiliser un certain nombre de gens, un certain nombre d'institutions, aussi les services de police et de gendarmerie. Si un service de police ou de gendarmerie sait qu'il a en face de lui un magistrat du parquet ou un juge d'instruction qui va l'écouter de manière attentive et qui va essayer de comprendre et d'adhérer à sa thèse, eh bien on a plus de chances d'aboutir que s'il a en face de lui quelqu'un qui ne comprend pas. Et je crois que dans ces domaines-là, la loi existe, mais elle est difficile à mettre en œuvre, et si on ne dispose pas d'une certaine expérience, on a bien du mal à la mettre en œuvre. Donc je crois qu'à Marseille, on a réussi, mais comme d'autres, je pense qu'à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, ils en font autant, on a réussi à utiliser, à maîtriser un peu mieux l'instrument que peut-être certaines juridictions qui sont moins confrontées à ce type d'infraction.
Oui, vous abordez le problème de la spécialisation. Bon, écoutez, c'est effectivement quelque chose que nous essayons de développer. Alors, on peut difficilement être spécialisé dans tous les domaines, mais on peut, sinon on est généraliste. Mais on essaie effectivement de se spécialiser, et à défaut de l'être, de s'intéresser à ces questions-là. Nous avons aussi à Marseille, tous les collègues de France ne bénéficient pas de cet appui. Nous avons aussi ce que nous appelons des assistants spécialisés, c'est-à-dire des professionnels qui sont issus soit d'autres administrations publiques, soit on a des gens qui viennent de l'administration fiscale, des gens qui viennent de la douane ou des impôts ou de la Banque de France, et qui peuvent nous apporter leur expertise sur ces questions-là. Mais je crois que la véritable façon d'appréhender ces difficultés, c'est d'entretenir des liens permanents avec l'ensemble des institutions de l'État. C'est déjà beaucoup. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de nos activités, de nos relations. Et puis peut-être que nos interlocuteurs n'apprécieraient pas qu'on les cite, mais nous essayons d'entretenir des relations. Et puis je vous dis, vous savez, je vais vous donner, ça ne répond pas à votre question, mais c'est un peu pour illustrer. Moi j'ai servi il y a quelques années et assez longtemps en Corse, où on dit en Corse, il n'y a personne qui témoigne. Ben oui, si les gens ont le sentiment que l'information qu'ils vont donner, non seulement elle ne sera pas utilisée sur un plan judiciaire, mais qu'en plus elle risque de se retourner contre eux, parce que l'absence de discrétion de l'institution qui va recevoir l'information va faire qu'il va être confronté dans la rue, j'allais dire, à la réaction de ceux qui l'a dénoncé, évidemment ça ne marche pas. Si vous arrivez par une certaine stabilité dans votre emploi, c'est notre cas, à l'un comme à l'autre, mais nous ne sommes pas les seuls. On a des collègues qui travaillent qui sont peut-être moins connus, mais qui travaillent tout aussi sérieusement dans leur coin. Si vous arrivez à gagner la confiance de vos interlocuteurs, nécessairement, vous allez avoir non seulement des informations, mais j'allais dire un décryptage de ces informations qui va permettre, j'allais dire, à un juge moyen de comprendre ce qui se passe. Donc il y a aussi un problème de stabilité, si vous voulez, dans les fonctions. Ça c'est vrai, mais c'est vrai partout. Jean-Luc. Alors, moi je ne vais pas répondre pour l'institution judiciaire et ni pour celle qui sert en Corse. Hein. Je vais répondre pour ce qui me concerne. Nous recevons... Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas ce que font mes collègues. Enfin, je sais ce que fait mon collègue à côté de moi, mais je ne sais pas ce que font nos collègues dans les autres juridictions. Nous sommes, particulièrement attentifs à toutes les informations qui nous parviennent, quelle que soit la manière par laquelle elles nous parviennent. Simplement, évidemment, on ne peut pas ouvrir une enquête comme ça sur une dénonciation vague, avec des éléments vagues, et un certain nombre effectivement de dénonciations anonymes ou pas d'ailleurs, qui finissent au panier, parce qu'on ne peut pas, et puis on n'a pas les moyens de lancer des enquêtes et de mobiliser des enquêteurs sur toutes les dénonciations qu'on reçoit quotidiennement. Mais, je le répète, si les gens ont le sentiment que leurs correspondants ou leurs interlocuteurs judiciaires sont diligents et font leur travail, eh bien, petit à petit, on finit par recevoir des dénonciations, j'allais dire, qui se multiplient contre une même personne, contre une même entreprise, contre une même collectivité, qui nous conduisent, après avoir évidemment tenté, avec les éléments dont on dispose, d'apprécier la pertinence des informations, eh bien, on s'oriente vers des enquêtes. Et pour ne rien vous cacher, d'un point de vue plus processuel, si je puis dire, plus procédural, lorsque je reçois, moi, parce que Madame X a vu mon nom dans la Provence, que je reçois une dénonciation sur quelque chose, eh bien, je n'en suis pas saisi, parce qu'on ne peut pas s'auto-saisir quand on est juge d'instruction. Je la communique à mes collègues du parquet, qui en prennent connaissance et qui, en fonction de la connaissance qu'ils ont du contexte et de la pertinence qu'ils accordent ou qu'ils attachent à cette information,
lance une enquête. Alors ça peut être une enquête très succincte, qui va nous révéler très rapidement que c'est de la dénonciation calomnieuse, que c'est un règlement de compte entre voisins ou entre époux séparés, ou etc. Ou alors ça peut nous amener sur une piste qui nous paraît plus sérieuse, et à ce moment-là, le parquet fait ce qu'on appelle une enquête préliminaire, et si cette enquête préliminaire permet d'accréditer l'infraction qui est dénoncée, parfois une autre, parce que bien souvent l'infraction dénoncée on ne l'établit pas, mais on en trouve une autre. Et bien à ce moment-là, on passe à un stade, j'allais dire, supérieur, et mes collègues vont ouvrir une information, et à ce moment-là, on va lancer une véritable enquête de fond qui va nous permettre de trouver soit ce qu'on cherche, soit autre chose, soit rien parfois, mais c'est vraiment, la qualité du diagnostic est extrêmement importante. Donc la spécialisation est nécessaire, parce que plus vous êtes spécialisé, et la spécialisation, c'est surtout l'expérience, en réalité, c'est la répétition des dossiers. Plus vous êtes spécialisé, plus votre capacité de diagnostic est forte. Une question sur l'impunité des personnes morales en matière de corruption avec un exemple. Très peu d'entreprises, en particulier PDG d'entreprises, sont mises en cause dans les affaires de corruption. Ils sont chaque fois mis de côté, donc responsables de l'entreprise. Ils ne sont pas responsables des dysfonctionnements liés aux fusibles intermédiaires qui ont servi dans la corruption. L'exemple est criant à Grenoble, où dans l'affaire de la corruption du dossier de l'eau, Jérôme Monod, Lyonnaise des Eaux, qui avait participé au dîner durant lequel a été organisé le pacte de corruption. On était sur la définition de la corruption avec pacte hanté à l'époque, a été simplement entendu comme témoin, et les profits réalisés par la Lyonnaise des Eaux sur cette obtention d'un marché pour 25 ans de délégation de service public n'ont jamais été recherchés au niveau de l'entreprise elle-même. Donc cette impunité des personnes morales me semble être une conception moraliste, peut-être religieuse des choses, comme s'il y avait des fautifs intermédiaires et pas un système d'entreprises qui sont à l'origine aussi de l'organisation de la corruption. Et l'illustration que je voulais vous donner, qui est assez méconnue, dans les affaires de corruption de Grenoble que nous avons été amenés à relever dans la passivité du parquet de l'époque, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que les pots de vin, c'est écrit en toutes lettres, issus de la corruption dans ces affaires, devaient être réintégrés, contrairement à ce que disait le service des finances et la direction générale de la concurrence, devaient être intégrés comme étant des dépenses réellement faites dans l'intérêt de l'entreprise. La preuve, ces entreprises, dont des entreprises aujourd'hui retrouvées dans le groupe Vinci, ont obtenu ces marchés grâce à ces voyages d'affaires, ces chasses en Pologne de personnes qui sont aujourd'hui préfets de la région de Meurthe. Donc, la question de la personne morale de l'entreprise, et en particulier de ses plus hauts responsables, me semble être une question qui a échappé au débat et aux investigations, peut-être de peur pour le parquet ou pour le juge d'instruction de s'attaquer à trop haut et puis à la compétitivité des grands groupes français. Dans votre question, il y a deux points. Il y a la question de la responsabilité des personnes physiques qui dirigent effectivement l'entreprise et celle de la personne morale. Ce sont deux choses différentes. Donc il est vrai, comme vous le dites, en matière de corruption, nous ne pouvons poursuivre que l'auteur de la corruption. Vous savez qu'en droit pénal, il y a un principe, nul n'est responsable pour autrui. Et pour éventuellement poursuivre d'autres personnes à l'intérieur de la personne morale, et notamment les dirigeants d'entreprise, il faudrait démontrer l'existence de faits de complicité, éventuellement des actes de corruption reprochés aux acteurs, on va dire, subalternes. Encore faut-il que ce soit des actes de complicité positifs, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en évidence. Et s'agissant de la personne morale, M. Duchesne a dit tout ce qu'il fallait dire tout à l'heure sur le problème de la responsabilité pénale, mais il aura peut-être des choses à rajouter en matière
de corruption. Mais on a aussi la possibilité d'utiliser d'autres ressorts juridiques pour mettre en cause la personne morale. Notamment à travers, j'y pense comme ça, mais il y a certainement d'autres, à travers le délit de recel. Donc rien n'interdit de mettre en cause la personne morale au titre du recel et bien d'autres infractions. Donc je veux dire, des ressorts juridiques, il y en a si on veut mettre en cause la responsabilité juridique de la personne morale. Il est évident que ce sont des ressorts juridiques qui ne sont pas forcément faciles à travailler, faciles à démontrer l'existence, parce que, encore faut-il qu'on rapporte tous les éléments susceptibles de rapporter la preuve de ces délits reprochés. Donc, je vais passer rapidement le micro. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un véritable problème avec les personnes morales en matière de corruption et en toute matière en général. La généralisation de la responsabilité des personnes morales, qui est pourtant déjà ancienne dans notre code pénal et qui s'applique pour tous les délits en réalité, n'est pas totalement rentrée dans les mœurs de l'institution judiciaire. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, y compris dans les infractions les plus basiques, les plus courantes, c'est pas un réflexe chez la plupart de nos collègues que de poursuivre, que de rechercher la responsabilité de la personne morale. Alors, il y a un tas de raisons à ça. Ça procède peut-être souvent d'une méconnaissance du monde de l'entreprise et d'une crainte des magistrats de mettre en difficulté une entreprise en la mêlant, en l'impliquant dans la poursuite, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, etc. En matière de corruption, c'est vrai en matière de corruption. Mais en matière de corruption, il y a une autre difficulté. C'est que bien souvent, la personne morale va se retrouver, par le biais de qualifications mal choisies, va se retrouver présentée comme une victime. C'est-à-dire qu'on va avoir des flux financiers qui vont passer par les comptes de la personne morale et qui vont évidemment ensuite se sauver vers des paradis fiscaux ou des places assurant l'impunité aux acteurs de ces délits. Et on va avoir trop souvent tendance à considérer que cette opération de paiement, par exemple, d'une fausse facture par une société française au profit d'une société étrangère qui va permettre ce flux et cette évasion, j'allais dire, on a trop souvent tendance à considérer qu'il s'agit d'un abus de biens sociaux et plus précisément d'un abus du crédit de la société. Or, c'est profondément une erreur, parce qu'effectivement, en général, les faits de corruption, et les faits de corruption lourds, notamment au plan international, non seulement ne sont pas le fait des préposés de l'entreprise, mais répondent à une véritable politique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va avoir tel groupe ou telle société qui va, de manière régulière, utiliser la corruption, utiliser le moyen de la fausse facturation, le moyen de la prise de participation fictive à son capital, pour envoyer des fonds vers l'étranger, pour constituer des caisses noires, pour verser des rétrocommissions. Donc, il faut avoir un raisonnement un peu plus évolué, j'allais dire un peu plus avancé, et considérer que l'entreprise, même si elle est réelle, même si ce n'est pas une coquille vide, et même si ce n'est pas simplement un instrument de fraude, elle participe activement à la fraude, et à ce moment-là, on va bien se garder d'en faire une victime, on va bien se garder d'utiliser la qualification d'abus de biens sociaux, et on va rester, j'allais dire, comme les grands cuisiniers, on va faire une variation sur la truffe, ou une variation sur tel champignon, peu importe. Là, on va faire une variation sur la corruption, avec de la complicité, avec de la corruption, avec du blanchiment, on va rester sur le même thème de façon à pouvoir trouver une chaîne de responsabilité qui permettra d'impliquer tous les acteurs. La réalité, c'est que la corruption, c'est un mode de gestion de l'entreprise, c'est un mode de gestion pérenne avec certaines collectivités locales. Quand je vous disais tout à l'heure, 2 km d'enrobé, 1 km de dérobé, quand on entend les écoutes, qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Et c'est un véritable système qu'il faudrait démanteler, au risque d'ailleurs de mettre l'entreprise à genoux. Parfois ce serait salutaire, parce qu'elle serait reprise et d'autres peut-être plus convenables viendraient occuper la place. Mais ça fait partie des craintes qu'on a, peut-être parce qu'on n'est pas suffisamment imprégné de la réalité du milieu économique, dont certains s'emploient quotidiennement à nous dire que finalement tout ça nous est inaccessible, que c'est étranger à notre univers mental et qu'on ne peut certainement pas faire ce qu'on fait et qu'on est vraiment des vilains canards en faisant ce que l'on fait. Mais c'est vrai que c'est une approche qu'il faudrait avoir plus globale, plus économique et que nous ne l'avons pas encore totalement. Madame Muller, vous voudrez rajouter un mot, donc je lui passe le micro. Merci. Il y a tout de même eu un tout petit succès avec l'affaire Safran, puisque le groupe Safran a été condamné l'an dernier, en septembre 2012, pour corruption d'agents publics étrangers en Libye. C'était un contrat d'armement, des armes vendues en Libye. Alors,
à ma connaissance, c'est la première condamnation d'une personne morale dans le cadre d'une corruption d'agents publics étrangers. Je ne sais pas si c'est aussi la première condamnation d'une personne morale dans le cadre d'une corruption tout court. Ça, je pense qu'il faudrait faire une recherche là-dessus. Ça, je n'en sais rien. En revanche, ce qui est absolument dramatique dans cette histoire, c'est que la sanction prononcée a été de 500 000 €, ce qui est ridicule, puisque les profits du groupe Safran, après avoir décroché le marché en Libye, s'élevaient. Alors, je vous dis ça complètement de mémoire. C'était pas le sujet de l'intervention, j'ai pas révisé, mais c'était 130 et quelques millions, si je me souviens bien. Hein, alors je sais plus si c'était le profit ou si c'était le chiffre d'affaires du marché. Voilà. Alors évidemment, 500 000 € d'amende là-dessus, bah, c'est absolument ridicule. Hein. Alors, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir utiliser les confiscations. On va peut-être boucler la boucle avec l'histoire des personnes morales qui ne peuvent pas être sanctionnées pour confiscation. Moi, j'enseignais jusqu'à présent à mes étudiants que les personnes morales pouvaient être sanctionnées par la confiscation. Donc, je vais réviser ce que je disais. Je pensais que c'était possible. Mais j'enseigne ça à mes étudiants. Alors, peut-être que j'enseigne des boulettes. On va regarder. Voilà, donc je voulais simplement donner ce petit complément sur l'affaire Safran. Il y a quand même un appel. Hein. Safran a interjeté appel, donc on verra. C'est pas toujours